Bienvenue dans le podcast Parents Inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. Perdre un enfant, c'est sans nul doute l'épreuve la plus difficile qu'un parent puisse traverser. Nadège, véritable guerrière, nous livre son témoignage. Alors, moi, donc c'est Nadège, j'ai 42 ans, je suis maman de 2 enfants. Donc, j'ai eu Paul en 2003, donc j'avais 23 ans, et Rose en 2006. Avec tout ce bonheur-là, on a eu la malchance, ouais, on peut dire ça, de connaître le cancer, puisque mon fils a été diagnostiqué donc, d'un ostéosarcome en 2015. Donc, il avait 12 ans à ce moment-là, et ça a été le cataclysme pour notre famille et la fratrie qui a été touchée en plein cœur. Alors au niveau de l'enfance, oui, là sincèrement, ils étaient pas parfaits, ça serait trop beau. Non, c'était 2 enfants, enfin c'est toujours, Rose est toujours là et heureusement. Ça a été des enfants adorables, qui bougeaient beaucoup, qui étaient très bons à l'école, qui aimaient le sport, qui aimaient vivre en fait, qui adoraient croquer la vie à pleines dents. Donc il y avait beaucoup d'énergie à la maison. Alors on avait des spectacles matin, midi, soir, et je pense que les maîtresses ont dû en avoir beaucoup aussi. Alors en fait, Paul, en plus de vraiment aimer l'école et de s'investir, il adorait le sport. Le tennis, il commençait à y jouer pas mal et il commençait à être classé. Donc c'est vrai que c'était un sport qui lui tenait très à cœur. Tous les sports de raquette en général, mais le tennis en particulier. Et il y passait mais des heures et des heures. Et c'est pour ça peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte immédiatement des soucis de santé, puisqu'on a mis ça sous le coup de contractures, de fatigue musculaire, ce genre de choses. Donc voilà. Donc il était au taquet quoi, tout le temps. Alors, on a découvert les soucis de santé de Paul. Donc, comme je le disais précédemment, on a mis sous le compte des contractures ces douleurs qu'il avait aux jambes. On se disait, il a 12 ans, il grandit, c'est normal qu'il ait mal dans les membres inférieurs, forcément, ça pousse, comme tout enfant, comme tout un chacun. Notre médecin, qui avait pourtant l'habitude de le voir, nous disait un petit peu pareil, puisqu'elle n'était pas inquiète, tout allait bien à chaque fois qu'on faisait les examens, les visites obligatoires. Et un matin, il a essayé de se lever, il s'est assis sur le lit et il m'a dit « je peux pas tenir debout, je peux pas marcher ». Et en regardant sa cuisse, en fait, elle avait doublé de volume en quelques heures de temps. Donc là, je me suis inquiétée, puisque pour qu'il me dise qu'il peut pas aller au collège alors qu'il adore ça, là, en fait, ça m'a interpellée et j'ai de suite appelé mon médecin pour qu'elle le voie en urgence, parce que je me suis dit, il y a quelque chose. Alors, je pensais pas à très grave, mais je pensais à quelque chose vraiment de gênant à la base. Le médecin donc m'a reçue le matin même, donc elle a jugé bon de faire un bilan parce qu'elle le trouvait quand même un peu pâle, un peu fatigué, donc elle voulait faire un bilan sanguin pour faire le point. Elle avait regardé un petit peu la cuisse, donc elle pensait encore à ce moment-là à une contracture mais très importante ou à une blessure qu'on n'aurait pas décelée. Et en 24 heures de temps, notre vie a commencé à basculer, puisqu'on nous a appelés pour nous dire qu'on devait partir en urgence pour une biopsie à la Timone de Marseille. Et de là, en fait, ça a été le début d'un tourbillon. Il est resté une bonne semaine donc après la biopsie pour le temps du suivi sur la Timone. On a attendu un mois et demi pour les résultats. Je pense que c'est le pire, en fait, quand on ne sait pas.
que son enfant souffre, qu'il est dopé à la morphine parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen de le soulager et que personne sait et que beaucoup disent que qu'il somatise, donc c'est assez terrible à entendre. Et 1 mois et demi après, en fait, on a été convoqués pour les résultats, pour la lecture des résultats. Et là, on a eu plusieurs professeurs, plusieurs médecins, des infirmières qui sont passés dans le couloir et qui nous ont dit d'entrer. Et on était nous 3, donc mon mari, Paul et moi, et face à une équipe médicale, en fait, qui était rodée à l'exercice. Mais nous, au contraire, en fait, c'était voilà. Là, ça a été le début d'une nouvelle vie, si on peut dire, puisque c'est là où notre vie a basculé et notre vie a changé. L'équipe médicale, quand elle nous a reçus, on sentait bien, ils sont malheureusement habitués, surtout à la Timone, puisqu'ils ont un service oncologique qui est très développé au niveau pédiatrique, donc tant mieux, d'un côté, tant mieux pour nous. Ils savent parler, sauf qu'en fait, nous, on n'entend que ce qu'on a envie d'entendre. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai entendu cancer. En fait, ils nous ont dit le mot tumeur, ils nous ont dit le mot ostéosarcome. Moi, l'ostéosarcome, je savais pas ce que c'était, ni moi, ni Paul, personne. Mais tumeurs, pour moi, de suite, j'ai fait l'amalgame avec le cancer. Donc, en fait, j'ai bloqué là-dessus, je me suis effondrée. Mon mari a également entendu des mots, mais lui, il entendait guérison, il entendait traitement. Lui, il entendait pas du tout le même truc. Et Paul, lui, il a carrément... en fait, il a fait une analyse très rapide et il a dit clairement bon, dites-moi quand est-ce que je vais mourir. Voilà. Et là, on se retrouve en fait tous un petit peu hébétés, puisqu'en fait, il a eu l'aplomb que nous, on n'arrivait pas à avoir alors qu'on était ses parents et des adultes. Voilà, il avait 12 ans et il savait déjà qu'il allait passer par des périodes difficiles. Quand je dis que notre vie bascule rapidement, c'est-à-dire qu'en fait, on avait le rendez-vous à 15h avec cette équipe médicale. Enfin, non, à la base qu'avec un médecin, mais donc du coup avec toute l'équipe médicale. Et on nous annonce que le lendemain à 7h, Paul va se faire poser un porte-à-4, donc c'est-à-dire un cathéter sous la peau qui est directement en fait posé sur l'artère pour pouvoir être piqué plus facilement pour les chimios, pour les prises de sang, ce genre de choses, et qu'on attaque la chimio dans la foulée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on nous annonce ça genre le mardi et le mercredi, c'est parti. Donc on rentre à la maison, on est vraiment, en fait, on est hors de notre enveloppe corporelle à ce moment-là. On est tous les 3 dans la voiture, on sait pas quoi se dire. D'ailleurs, je crois qu'en fait, la seule chose que Paul a dit, c'est j'ai faim et j'ai envie de ça, ça, ça. Donc, il nous a fait la liste des courses. Il avait envie de plein de trucs, donc on a dit, on va faire les courses. Et surtout, on savait pas comment on allait annoncer le truc à sa sœur, puisqu'on allait récupérer sa petite sœur à l'école. Et en fait, on n'a pas réfléchi longtemps, on a dit on va lui dire avec des mots adaptés à son âge, puisqu'elle avait 9 ans. Et on va lui expliquer la situation et ce qui va en être pour son frère, pour elle, pour nous. Et puis on va essayer de lui dire qu'on va faire au mieux, voilà, pour garder un semblant de vie. Même si là, en fait, on savait pas du tout à quoi s'attendre. On avait des numéros de téléphone, un dossier, des papiers, des noms, des machins, mais on savait rien. Et on savait juste qu'on avait rendez-vous le lendemain à 7h à la Timone. Voilà. Et je me retrouve le lendemain à emmener Paul à partir à 6h du matin, en pleine nuit, puisque c'était au mois d'octobre. Et voilà, pour l'aventure de sa vie. Sacrée aventure. Alors au niveau des traitements, en fait, on nous avait succinctement expliqué la veille donc de sa première hospitalisation. Et le matin, en fait, les infirmières, même si elles sont tout le temps au taquet, tout le temps sur le qui-vive pour tous les enfants des étages, puisqu'il y a 2 étages onco plus une unité protégée.
Et en fait, elles nous attendaient. Elles avaient déjà tout le dossier. Elles avaient fait la chambre personnalisée. Donc, il avait déjà son nom. Ils attendaient de voir un peu son comportement pour lui donner un surnom. Donc, c'est marrant. Sur le coup, ben, ça fait plaisir parce qu'en fait, voilà. Elle commençait déjà, en fait, à l'intégrer dans une nouvelle routine, dans une nouvelle vie. Les traitements, on savait pas encore qu'il allait faire des dizaines et des dizaines de chimios. On a fait des chimios qui étaient lambda, on a fait des chimios expérimentales, parce que de toute façon, on se dit on essaye tout. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben on aura au moins tenté. Il a fait de la radiothérapie, il a fait pas mal de choses, de traitements différents. Ça a été de longue haleine. Il a été opéré 2 fois du fémur, en fait, pour pouvoir extraire la tumeur, pour pouvoir enlever carrément le fémur et le remplacer par une prothèse. Enfin, il y a eu énormément de va-et-vient, d'hospitalisation, de choses comme ça. Et en même temps, on avait cette chance-là de ne pas avoir des chimios qui soient très longues, c'est-à-dire que des fois, on partait que pour 2-3 jours à l'hôpital et on restait 15 jours à la maison. Donc, on arrivait à garder ce semblant de vie. Et pour Rose, ça a été quand même quelque chose qui, je pense, qui l'a quand même soulagée, c'est de nous voir et de voir son frère surtout, voilà, d'être à ses côtés et qu'ils se retrouvent tous les deux pour partager quand même leurs moments d'enfants, comme ils avaient l'habitude auparavant. Alors le soutien, alors à l'hôpital, il y en a énormément. Il n'y a pas besoin de chercher ou de faire appel, puisqu'en fait, il y a les blouses roses qui passent très régulièrement dans les chambres. Il y a les clowns du rire médecin qui passent très souvent aussi. Il y a des intervenants extérieurs aussi, alors que ce soit musiciens, théâtre. Il y a l'école qui est à l'hôpital, donc pour éviter que les enfants soient déscolarisés. On est en lien avec le collège ou l'établissement scolaire de l'enfant également pour justement pouvoir avoir les cours en distanciel ou présentiel à domicile. Et à ce niveau-là, les associations, elles aident énormément puisqu'en fait, elles dirigent ou elles orientent pour pouvoir bénéficier d'aide, pour pouvoir avoir du soutien moral, financier, matériel, parce que des fois on pense pas à certaines choses et ces gens-là en fait sont là pour nous soulager moralement et pour penser à notre place à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ça nous permet de vraiment pouvoir se consacrer à 100% à ces enfants. Et pour le coup, on se rend compte aussi qu'entre parents, ben on se soutient beaucoup. Voilà, donc on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés et que on n'est pas seul dans ce cas-là, donc ça permet de partager son expérience. Des fois, pendant que les enfants font la sieste ou sont en traitement, il y a la salle de repos des parents, donc un petit café pendant que la machine à laver elle tourne, enfin ce genre de choses. Ça permet de créer des liens ou de partager son retour d'expérience, donc c'est pas mal. Et à côté de ça, évidemment, il y a la famille, les amis. Alors, il y a malheureusement la maladie fait du tri, que ça soit dans la famille proche ou dans les amis, ça fait du tri. Mais ça fait du bon tri parce que ceux qui restent et qui aident, c'est les bons. Voilà, donc c'est malheureux. Nous, on a eu une chance exceptionnelle d'avoir des amis qui nous ont jamais lâchés. Et on les remercie encore et ils sont toujours là, donc voilà. Et quel que soit le moment, ils sont toujours là, maintenant que pour Rose, mais voilà, ils sont là pour nous, pour Rose, c'est cool. Donc, et les associations, pareil, elles sont toujours là. Alors, pas celles qui sont à l'hôpital, mais il y a des associations, qui sont à l'extérieur et qui sont là également pour nous soutenir, même après. Le pendant, oui, il y a du monde. Pour l'après, c'est bien aussi qu'il y ait du monde et on a aussi du soutien à ce niveau-là. Même 4 ans après, ça fait du bien, quoi. Alors l'organisation, au sein de la famille en elle-même, on a essayé de garder un semblant de vie normale. On peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que nous, alors moi je me suis arrêtée un tout petit peu au début, puisque on savait pas comment on avançait, donc je me suis arrêtée un petit peu. À l'époque, j'avais pas forcément le droit à des aides en tant qu'aidant,
puisque sinon Paul perdait ses droits au niveau de la MDPH, puisqu'il était considéré enfant handicapé, puisque c'était un gros problème physique. Donc à ce niveau-là, j'ai été obligée de reprendre. En même temps, le fait qu'on reprenne nos travails respectifs, que Rose continue à aller à l'école, que Paul continue à avoir ses cours avec ses professeurs, mais à la maison, on gardait ce semblant de vie et de rythme, comme tout le monde, comme toute famille. Donc voilà, on se levait, on petit déjeuner, l'un partait au boulot, l'autre à l'école, et après c'était effectivement rythmé soit par les soins infirmiers, soit par une prise de sang, soit par une visite à l'hôpital ou quoi que ce soit, mais on restait quand même relativement dans un schéma classique de famille. Et je pense que pour ça, c'était bien, puisque autant pour Paul, parce que ça lui faisait du bien de voir que la vie continue et que la vie, voilà, que ça s'arrête pas au diagnostic, et autant pour Rose parce qu'elle avait besoin de ça aussi. En fait, elle avait besoin de sentir que ça continuait, qu'on continuait à ce qu'elle s'investisse dans sa vie de petite fille de 9 ans qui va à l'école, qui a des bons résultats, qui s'amuse. On essayait, un coup papa, un coup maman, de l'emmener à droite, à gauche pour faire des activités aussi. Voilà, puisque c'est important quand même de s'occuper de l'enfant, enfin de la fratrie qui est à côté, puisqu'il y a l'enfant malade, mais il y a aussi les frères et sœurs. Il faut pas les oublier, même si on fait en sorte que, évidemment, naturellement, on est focus sur l'enfant qui est touché par cette maladie. Donc c'est pas évident. Et il faut essayer de se faire violence parfois parce que c'est usant au quotidien. Les jours de repos, c'est consacré à l'hôpital. Les week-ends, c'est soit il y a papa, soit il y a maman, mais on n'a pas été ensemble, on va dire tous les 4, pendant 3 ans. On n'était jamais ensemble. Parce que de toute façon, il y avait toujours des soins, il y avait toujours des chimios, il y avait toujours des choses. Donc en fait, on alternait. Et Rose a pu le sentir et nous l'a fait comprendre. Elle a dit, ça fait longtemps que je vous ai pas vus ensemble, donc il faut se faire violence. Donc ça, c'est un petit conseil, voilà, pour les parents. Il faut essayer. Alors c'est vraiment pas évident, mais justement, les associations, les amis, la famille sont là peut-être des fois pour un petit peu, voilà. Par exemple, garder l'enfant malade 1 heure ou 2 et que les 2 parents s'occupent des frères et sœurs à côté, pour avoir justement cet amour-là pour l'autre enfant aussi, même s'il est là, qu'on lui montre, tout simplement. Dans ma tête, ça a été très très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis passée par diverses étapes. Je pense que, c'est même sûr, mon mari également. Mais je peux pas parler à sa place puisqu'on l'a vécu différemment et on le vit encore différemment. Ça, c'est propre à chacun. Même si la douleur est la même, c'est pas évident. Je suis passée, déjà par le cataclysme. Là, ça a été, voilà, un ouragan qui a tout ravagé en octobre 2015. Ensuite, on s'est dit, ok, on y va, on y va. Hein. Paul, il était motivé, Rose, elle était au taquet aussi. On a dit, on y va, on combat le truc et on est tous déterminés à donner au max. Et en fait, surtout, ne pas regarder Internet. Je pense que c'est terrible, mais les médecins ont beau nous dire, n'allez pas sur Internet, n'allez pas regarder les chiffres, n'allez pas essayer de comprendre... parce que chaque enfant est différent, chaque situation est différente, on va sur Internet. On a le malheur de voir les chiffres, en fait, les statistiques, les choses comme ça. Et là, on se prend de plein fouet, en fait, que votre enfant est quasiment condamné. Alors, les médecins ont beau nous dire qu'il y a des chances de survie. On lit qu'il y a 60% de cas qui décèdent. Donc, c'est dur. Voilà. Et grâce à la force qu'avait Paul, grâce à la force de Rose, parce qu'elle aussi, elle a été phénoménale, et nous aussi, on a gardé le cap. Et grâce à nos collègues de boulot à l'époque qui
même dans le travail, ils comprenaient qu'on était là, mais parfois pas là moralement, mentalement. On a pu rester combatifs jusqu'au bout. Même si dans la dernière année, quand l'annonce a été presque posée un petit peu, quand on nous a dit que c'était vraiment la fin et que c'était une question de semaines, de mois, on s'est dit pas grave, on va vivre jusqu'au bout comme on l'a toujours fait et puis voilà. Mais ouais, on passe par des étapes. C'est les montagnes russes au niveau émotionnel, au niveau physique aussi. Parce nous aussi, on somatise beaucoup et alors entre les coups de pompe, les boutons d'herpès, les migraines, bon, moi je me plains pas, mais ouais, voilà, les parents prennent cher, les enfants prennent cher, la fratrie, la famille, voilà, le cocon explose un peu, mais il faut tenir, coûte que coûte, parce que l'enfant malade, lui, il tient. Et ils tiennent tous d'une manière phénoménale, donc on n'a pas le droit de faire autrement. Alors avec mon mari, on a toujours été soudés, on est un vieux couple, voilà. Ça fait 26 ans qu'on est ensemble, donc on est des vieux de la vieille, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Et cette épreuve, en fait, on l'a pris comme un challenge, encore un de plus dans la vie. Donc, ça nous a rapprochés, même si à certains moments, en fait, on se comprenait pas. Voilà, on avait l'impression que l'autre s'investissait moins ou plus. Enfin, c'est comme dans toute épreuve de la vie. On a vu beaucoup de parents se déchirer dans les couloirs de l'hôpital parce que c'est tellement un cataclysme et tellement une épreuve douloureuse pour tout le monde qu'on comprend que les couples ils explosent puisque on passe notre temps à faire des allers-retours à l'hôpital, on a cette charge émotionnelle qui est hyper présente. Nous, on a eu cette chance-là de surmonter le truc. Et encore maintenant de le vivre ensemble, même si parfois, là c'est pareil, y en a un qui va moins bien que l'autre, mais on continue à avancer, voilà, côte à côte, malgré tout. Donc c'est une épreuve, mais c'est aussi une preuve, voilà, que l'amour peut résister à tout, même au plus dur. Mm. Alors, donc le médecin référent de l'époque nous avait reçus, puisqu'en fait on avait des points très régulièrement par rapport justement aux avancées et aux examens qui faisaient suite aux différents types de chimio, de traitements. Donc c'était un petit peu la roulette russe à chaque fois. On se disait bon, est-ce qu'on a tiré est-ce qu'on est bon pour cette fois-ci ou pas? Et donc dans la 3e année, au tout début de la 3e année, on nous dit que là ça a migré dans les poumons, que le cancer a trop avancé au niveau terrain et que là entre guillemets on peut que retarder l'échéance. C'est-à-dire que l'échéance, elle viendra. Alors, évidemment, ils nous ont pas dit au mois d'avril, ça viendra en octobre, ça viendra en décembre. Ils en savaient rien. Puisque les poumons étaient encore relativement, sobres, on va dire. Mais là, quand on nous l'a annoncé, en fait, Paul, égal à lui-même, il pensait qu'à une chose, vu qu'il ne pouvait plus faire de sport, mais que c'était un épicurien. En fait, chaque grosse échéance, chaque grande épreuve, il avait envie que d'une chose, c'était de manger un bon repas. Donc maintenant, on avait pris l'habitude pour les annonces un peu douloureuses. En fait, on rentrait à la maison et on se faisait un apéro dînatoire de folie. Et par rapport à ça, en fait, ce soir-là, par rapport à l'annonce, on en a discuté ensemble et on a demandé à Paul surtout ce qu'il voulait faire parce que c'est avant tout lui qui avait le droit à la parole à ce niveau-là. Il avait 12 ans, oui, mais 15 ans, là pour le coup, presque 15 ans, pardon, donc quand il a eu l'annonce. Donc il avait le droit de dire ce qu'il avait envie de faire et tout. Donc il nous a dit, ok, on y va, on tente pour retarder au max, mais
Moi, de toute façon, j'ai décidé de rester à la maison. Je veux plus aucun traitement à l'hôpital. Je veux tout à la maison parce que j'ai envie de vivre à la maison, voilà, de vivre ces derniers instants avec vous. Donc, mais alors, c'est bien et c'est pas bien. Parce que pour nous, en fait, eh ben, on se sent un petit peu désarmé. On se dit, mais est-ce qu'on va réussir à vivre au quotidien avec ça? Et de là, en fait, eh ben, c'est toute une préparation de l'équipe médicale de l'hôpital qui se met en relation avec une équipe médicale de l'extérieur. Et c'est un sacré taf. Ça se met pas en place immédiatement, donc il y a quelques petites semaines de battement. Mais après, c'est bien parce qu'en fait, voilà, tous les matins, on se réveille tous les 4 ensemble à la maison et on peut, selon la forme de Paul, bouger un petit peu avec sa sœur, profiter tous les 4 ensemble ou tous les 3 ou papa avec Paul et maman avec Rose et inversement. Enfin voilà, on a géré. Il a géré jusqu'au bout mais ouais, c'est dur à encaisser quand même, parce qu'en fait, on se dit que c'est les derniers instants. Il est resté à la maison, en fait, les médecins nous avaient dit que la fin d'année risquait d'être compliquée. Et en fait, la fin d'année, elle a été compliquée dès mi-octobre. Donc, c'est pas une fin d'année comme on l'entendait, voilà. Nous, à partir de mi-octobre, on a commencé à se poser des questions, puisqu'en fait, il commençait à ne plus avoir faim, et comme je vous l'ai dit, la bouffe, c'est sa vie, quoi. On se croirait dans Kaamelott avec le gras, c'est la vie. Et ben pour lui, c'était ça. En fait, il kiffait manger. Donc du moment où il nous a dit, je commence à pas avoir faim, là on s'est dit bon, il y a quelque chose qui va vraiment plus. Il était de plus en plus fatigué. Ces derniers instants, c'était le lit vers le canapé vers le lit. C'était que ça. Donc je pense que ça c'est le plus dur, mais en même temps on les a vécus ensemble, ces moments-là. Donc, désolée pour les sanglots. Voilà. Mais de le garder à la maison et qu'il ait fait ce choix-là, en fait, on la remercie. La fin s'est passée sereinement, c'est clair. Ouais. En fait, on l'a senti donc partir, dépérir au fur et à mesure. Sa sœur le sentait aussi et ça allait être Halloween. Et Rose, même Paul, bon, c'était des gros blagueurs. Hein. Ils adoraient faire des blagues, s'amuser et tout. Donc Rose, elle avait envie de fêter Halloween chez une copine, donc on lui a dit, ok, pars, vas-y, c'est le 31, vas-y. On devait partir le lendemain, passer une très belle nuit dans un grand hôtel sur Marseille. Parce qu'en fait, Paul, il adorait aussi ce genre de plan, voilà, d'escapade, un peu. On s'offrait une escapade un peu luxe de temps en temps. En fait, on voulait lui faire vivre des choses qu'il pourrait jamais vivre autrement. Et le 31, donc, on amène Rose chez sa copine. Et Paul, on le sentait très, 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 très usé. Et donc, avec mon mari, nous aussi, on était usés. Physiquement. Après, on tenait pour lui, mais on était, très fatigué. Et mon mari me dit, écoute, Paul il dort sur le canapé, on se relaye toute la nuit, comme ça on lui fait des câlins, on est tranquille. Et en fait, les derniers mots qu'il m'a dit, il avait juste envie de dormir et il me dit, ça va aller, je suis juste fatiguée, je vais m'endormir. Et il s'est vraiment endormi. Il devait être 3h ou 4h du matin, et mon mari vient me chercher, il me dit, il est parti. Et en fait, il est parti dans son sommeil. Donc c'est bien, parce qu'il est parti chez lui, entouré des siens. Et la dernière chose qu'on lui a dit, c'est qu'on l'aimait, donc voilà. C'est une sacrée épreuve de vivre ça à la maison. Mais en même temps, en fait, parce qu'on a gardé le canapé, on l'a pas encore changé. En fait, on le garde, il est pourri, il a une assise qui est défoncée. Mais ce canapé, en fait, on y est trop bien. Et on se dit que il est parti comme il l'a voulu, surtout.
Ça, c'était important, en fait, qu'on respecte ses volontés, parce que à 15 ans, on a le droit d'avoir le choix de mourir comme on a envie. Et surtout, on se dit que voilà, il y avait pas trop d'assistance médicale autour. Il est parti, il était soulagé au niveau de la douleur. Donc en fait, c'est juste, voilà, son cœur s'est arrêté tout simplement. Et quand on l'a regardé, en fait, il était paisible et il était bien. Donc voilà. Et pour le coup, là aussi, les équipes sont là en fait pour l'après, entre les médecins, les pompiers. Alors c'est pas évident parce qu'en fait, le décès à domicile, il faut que ça soit le médecin, alors SOS médecin ou un médecin des pompiers qui déclare le décès. Donc là, faut expliquer un petit peu l'histoire. Bon, après, ils prennent pas trop la tête parce qu'ils comprennent bien que c'est dû au traitement. Et puis après, l'équipe médicale nous explique un petit peu tout le processus. Mais le plus dur, en fait, ça a été de récupérer Rose le 1er novembre et de lui dire que son frère est parti. Et là, en fait, elle, la chose pour laquelle, en fait, elle culpabilise, c'est de ne pas avoir été là pour lui dire au revoir une dernière fois. Mais bon, elle lui avait dit qu'il jouerait au Pokémon quand elle rentrerait, c'était déjà pas mal. Alors, la vie, l'après, on va dire. Alors, sur le coup, on se dit qu'on n'arrivera pas à surmonter. Que ce soit Rose, elle nous l'a dit clairement, qu'elle avait 12 ans à l'époque. Elle nous a dit, j'arriverai pas à surmonter le truc. Même moi, je m'imaginais... c'était tellement douloureux qu'en fait, on se dit que on n'arrivera pas, vraiment. On n'arrivera plus à rire, on n'arrivera plus à sourire, on n'arrivera plus à parler. On n'arrivera plus à faire des choses simples de la vie. Et en fait, pour le coup, les premières semaines, c'est un peu ça. Alors les parents, la famille sont là, les amis sont là, heureusement. Donc en fait, on a eu un très bon accompagnement à ce niveau-là. Donc on n'a vraiment pas été isolés ou on n'est pas resté seul. Et les mois qu'on suivit, en fait, on culpabilisait énormément. Si on avait le malheur d'esquisser un sourire, on se disait on n'a pas le droit. Et en fait, on réfléchissait, on nous disait ben si, parce qu'en fait, il serait là, il nous mettrait un coup de pied aux fesses pour nous dire si, t'as le droit de rire. Ben, évidemment. Et plus ça avançait, en fait, plus on revivait des choses qu'on avait fait avec lui. Ben, la première fois où on retourne à la mer, la première fois où... Alors moi, je me suis retrouvée, alors ça, c'est l'anecdote un peu pourrie. Mais par exemple, les premières courses après, en fait, j'avais acheté tout ce qu'il aimait et que je détestais manger et qu'on mangeait pas forcément, mais lui, il adorait. Donc, je me suis retrouvée avec un chariot avec des crevettes et une sauce cocktail, mais alors, du fromage qui pue, enfin des trucs comme ça. Et en fait, je regarde mon caddie et je dis, ah ben non, en fait. Et sur le coup, alors, j'ai même pas reposé parce que je me suis dit, non, je vais pas reposer, tant pis, on mangera ça en son honneur. Mais c'est plein de petites habitudes qu'il faut prendre différemment, des choses qu'il faut revivre différemment sans lui. C'est un rythme à prendre sans lui, parce qu'en fait, quand on passe de 3 ans hyper médicalisé, hyper accompagné, à une vie qui retourne un peu à la normale, c'est pas évident. C'est un retour... Rose, elle était au collège, donc c'est un retour au collège où elle n'a pas envie que ça se sache parce qu'elle n'a pas envie d'être stigmatisée. Voilà, sœur d'un enfant décédé. C'était pas évident parce qu'elle était en pleine construction et qu'elle avait envie en fait de se construire par elle-même et pas au travers de l'image de son frère. Donc elle l'a mis un petit peu de côté. Nous, on le vivait encore de plein fouet. C'est des montagnes russes, encore une fois, parce qu'on passe par les différentes étapes du deuil, comme on appelle ça. Il y en a 7. Hein. Alors, les citer toutes, je me rappellerai plus, mais en gros, il y a la colère, il y a le déni, il y a, entre guillemets, un retour à la vie normale, enfin, il y a la culpabilité, enfin bref, il y a plein de choses comme ça. C'est des montagnes russes pendant 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Et on va dire que là, ça va faire 1 an qu'on commence à revivre relativement normalement, enfin même pas revivre, on appelle...
moi je dis plutôt survivre, voilà. Parce qu'en fait, on revit pas, on vit, mais différemment. Et je pense qu'on voit la vie différemment. Voilà, forcément. Donc, et pour le coup, Rose, elle la voit différemment. Elle a encore plus envie de se battre, que ce soit à l'école, même si elle n'a pas forcément besoin de beaucoup pour être au top. Elle donne son max dans tout, en fait. Alors, comme une revanche sur la vie ou comme pour dire à son frère, regarde, voilà, c'est pour toi aussi. Alors, on n'est pas dans sa tête, évidemment. Et il y a des choses qu'elle nous dit, des choses qu'elle nous dit pas par rapport à ça. Elle nous a dit aussi qu'elle se sentait un petit peu abandonnée parce qu'elle se retrouvait seule. Voilà, elle se retrouve entre guillemets fille unique. Pour l'administration, elle est fille unique maintenant. Voilà. Alors, il y a eu des changements. Grâce justement à une des associations qui nous a suivis, il y a eu des changements puisque maintenant sur la CAF, par exemple, l'enfant décédé réapparaît dans le dossier. Mais c'est des choses qui sont ultra violentes. La mutuelle l'a rayé. Paul n'a jamais existé pour la mutuelle. La Sécu, ça a été pareil. Donc c'est dur. Et Rose, ce genre de choses, en fait, ça lui faisait mal aussi. Ça l'a touchée parce qu'elle me dit, je suis pas fille unique. En fait, on est une fratrie de deux, quoi. Et quand on me pose la question, moi aussi, c'est vrai que c'est pas évident, on sait pas comment répondre quand on dit « t'as combien d'enfants ?» Alors, sur le coup, je me dis, alors si je dis 2, si on me demande un petit peu des détails sur eux, ben, je vais en donner sur Rose, mais on va me dire « et le deuxième ?» Donc, si je leur dis d'emblée qu'il est décédé d'un cancer, là, alors soit on a peur, soit on fait « oh, pardon ?» Alors ça, c'est le genre de truc, ça m'horripile maintenant. Et si on me dit, ben non, j'en ai qu'une, c'est pas vrai, parce que j'en ai eu 2, en fait. C'est compliqué. C'est compliqué à gérer encore. En fait, c'est même plus compliqué à gérer au niveau administratif et à ce niveau-là que dans notre quotidien, parce qu'en fait, maintenant, on a trouvé un nouveau rythme à 3, même s'il est toujours présent, que ce soit à la maison, par des photos, par sa présence, parce qu'on a gardé quand même, voilà, sa collection de mangas, ses peluches préférées, c'est des trucs comme ça, mais c'est une nouvelle vie à 3, et Rose, elle est le centre de cette nouvelle vie à 3, vraiment. Donc voilà, maintenant c'est pour elle qu'on est là à fond, quoi. J'ai partagé avec vous mon expérience, c'est aussi pour vous dire, voilà, à ceux qui traversent cette épreuve ou qui y sont touchés de près, de loin, parce que vous pouvez très bien être les parents d'enfants malades, comme vous pouvez être faire partie de la famille ou des amis de ces de personnes qui traversent cette épreuve. N'hésitez pas vraiment à vous faire aider, à vous faire accompagner, et pour pouvoir un petit peu lâcher prise et vivre un peu plus sereinement, si je peux dire ça. Voilà, cette terrible épreuve, ça permet de se soulager vraiment mentalement, d'être plus fort pour l'enfant qui est malade, pour ses frères et sœurs, et ça permet de moins penser au matériel, aux petites choses du quotidien qui peuvent peser. Aller chercher la fratrie à l'école pendant que nous on est à l'hôpital ou quoi que ce soit, plein de petits tracas qui peuvent peser, et là les associations, la famille, les amis sont là pour ça aussi. Donc faut pas hésiter, alors on met son ego de côté. Voilà, on est des guerriers, on est tous des warriors, nos enfants sont des warriors et ils savent bien gérer, mais on peut un petit peu demander de l'aide, en fait, ça coûte pas grand-chose. Ça fait plaisir en plus aux gens autour de soi parce qu'ils se sentent utiles. Souvent dans cette situation, c'est compliqué de trouver sa place. Et au moins, nous, on est soulagés de petites choses, quoi. Donc, ces petites choses qui peuvent peser, donc c'est bien. Donc, faites-vous aider, et il y a plein de gens compétents pour ça, et plein d'amis et de familles qui vous aiment aussi. Donc voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté, et puis de m'avoir permis de partager mon expérience. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com.
Nous avons hâte de vous lire. À très vite!